En tout cas, bienvenue à vous tous, bienvenue à la régie, bienvenue aux modérateurs, aux métanautes pour une soirée spéciale avec Adrien Abosi. Bonsoir Adrien. Bonsoir de pas. Bon, habitué de Méta TV, on dit que t'as tes ronds de serviettes ici. Ouais. Mais, voilà, en tout cas, nous aussi, ça nous fait bien plaisir de te recevoir. Actualité tellement riche depuis la dernière fois que ça a beaucoup bougé. C'est pour ça, je me dis, il y a vraiment une continuité en plus par rapport à certains thèmes qu'on avait abordés. Et en particulier, là, ce qui a été, on va dire, les deux grands événements marquants, successifs, Brexit, Trump. Oui, tout à fait. Ça a été... alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà Brexit? Parce que ça, c'est pas rien. On voudrait... je trouve qu'on minimise un peu, mais c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vrai que symboliquement... Alors, actuellement, à l'heure où on parle, l'Angleterre est encore dans l'Union européenne. Juridiquement, elle n'est pas encore partie. Mais symboliquement, le fait qu'un pays quitte l'Union européenne, malgré tout, c'est un petit cataclysme, puisqu'on nous a tant annoncé que sans l'Union européenne, nous n'étions capables de... Enfin, un pays, n'importe quel pays, n'était capable de rien, ne pouvait rien faire, etc., etc., etc. Là, nous allons voir un pays qui va très bien s'en sortir sans l'Union européenne. Donc oui, effectivement, c'est un coup dur porté au mensonge du système, tout simplement. Puisque on va s'apercevoir que, oui, finalement, le tsunami qui devait submerger Londres ne va pas se produire. Il ne va pas se produire. Donc, c'est quand même pas inintéressant de voir ça, parce que n'oublions pas que si les gens ne deviennent pas... Enfin, si une partie des gens ne devient pas hostile à l'Union européenne, c'est par peur. C'est la peur pour les patrimoines, peur de ce qui va se passer si l'euro chute, c'est la peur. Donc si cette peur se dissipe, du moins en partie, c'est une estocade qui est portée contre le système. Ouais. Tout simplement. Parce qu'en plus, clairement, ce système, il avait choisi de dire il faut rester dans l'Union européenne. Oui. Il n'y avait pas les voix qui s'opposaient, c'était raciste, horrible. Oui, comme d'habitude, oui. Voilà. Les bien-pensants n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à proposer, si ce n'est de dire on continue comme ça. Donc qu'est-ce qui leur reste comme arme? C'est l'insulte, fascisme, complotisme, antisémitisme et compagnie. C'est absolument pathétique. Mais après, il faut bien comprendre que l'Angleterre, c'est un cas très particulier, c'est-à-dire que l'Angleterre peut se permettre de sortir de l'Union européenne. Si c'est la France qui sort de l'Union européenne, il n'est pas impossible de penser qu'on se ferait quand même châtier bien davantage. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire des contrats d'armement annulés, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ce serait vraiment ce genre de choses. Une campagne aussi, on peut imaginer une com très calomnieuse mais agressive envers la France, le French bashing, ça existe déjà. Ah oui, ils ne se privent jamais, nos amis anglo-saxons. Oui, ils ne se privent pas. Nous, on est beaucoup plus gentils. On est beaucoup plus gentils. Remarque peut-être qu'avec Trump d'élu, les médias français vont être peut-être plus méchants. Ça, c'est pas impossible. Mais effectivement, voilà, l'Angleterre, qui est le cœur du système, c'est la City de Londres, le cœur du système. C'est les grandes familles, angloises de la City de Londres, vraiment le cœur nucléaire du système mondialiste. Donc, eux, ils peuvent tout se permettre. Je veux dire, ça, c'est bon. Nous, quand on fera un peu plus de dissidence de ce point de vue-là, il faudra peut-être s'attendre à des contre-coups. Des contre-coups, ouais. Voilà. Et nous, on n'a pas la force de frappe de la cité avec nous. Donc, ça sera plus chaud à gérer. Il faudra faire très attention et il faudra être malin. Parce que là, je vois qu'il y a déjà quand même, je ne vais pas dire une forme de contagion, mais l'idée commence à germer, peut-être en République tchèque. Oui, tout à fait. J'ai vu que les Finlandais commencent à se poser des questions. Il faut se poser une question simple. Quelle est la plus-value objective qu'apporte l'Union européenne? Quelle est la plus-value objective? Alors, il y a un truc qu'on nous cite tout le temps, c'est la liberté de circulation. Ouais, ok. Mais ça concerne la bourgeoisie. Enfin, essentiellement. Je ne dis pas que quand tu es pauvre ou quand tu as peu de moyens, tu voyages jamais. Mais globalement, c'est surtout la bourgeoisie qui est concernée par ça. Moi, j'ai pas quitté la France depuis plus de 10 ans, tu vois. Je suis pas malheureux pour autant, d'ailleurs, ça y est en passant. Enfin, si je quitte la France de temps en temps, tu vois, quand je prends les transports en commun et tout ça. Mais disons que j'ai jamais... Tu voyages aussi, c'est pas pareil. C'est exotique. Mais sinon, tu vois, j'ai jamais quitté l'Hexagone, tu vois. Enfin bon, j'en souffre pas. Mais sinon, oui, liberté de circulation, mais petite parenthèse, on pourrait faire des accords de libre circulation sans l'Union européenne. Parenthèse, M. De Gaulle, c'est très bien ça, puisqu'il a fait un accord de libre circulation entre l'Algérie et la France. Donc, on n'a pas besoin d'une structure comme ça, au-dessus des nations, et qui en plus brode,
décortiquent leur souveraineté, pour faire des accords de libre-échange. Donc, quelle est la plus-value? On nous dit la paix, ça c'est l'argument, non, la paix. Ce qui fait que la paix avance, c'est que... Enfin, ce qui fait qu'il y a eu la paix pendant toutes ces décennies, d'une part, il y a eu le fait qu'on se soit neutralisé de façon... grâce à l'arme atomique, il y a le fait que les contentieux historiques ont disparu, et il y a le fait aussi que les oligarchies européennes, longtemps, ont eu intérêt à la guerre. Très concrètement, les 2 guerres mondiales, c'est l'industrie pan-germaniste. Enfin, la première guerre surtout, la deuxième c'est Hitler, c'est plus particulier, mais la première guerre mondiale, c'est l'industrie allemande qui veut plus de marchés en Europe, et qui veut créer ce qu'on appelle la Mitteleuropa. Donc les oligarchies avaient intérêt à se foutre sur la gueule, pour avoir une plus grosse part de morceaux. Aujourd'hui, les oligarchies s'entendent. Pourquoi s'entendent-elles? Parce qu'elles sont vassalisées par l'oligarchie anglo-américaine, qui distribue les parts. Donc, c'est l'accord entre les oligarchies qui a fait la paix. Mais si demain, il y a intérêt à la guerre il y aura. Enfin, pour eux, guerre, il y aura. Et petite parenthèse, la guerre, elle n'a pas cessé. La guerre, on l'a déplacée ailleurs. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et aussi, on a troqué la guerre militaire contre autre chose. C'est que en France aujourd'hui, il y a une insécurité permanente dans certains coins. Donc ça vaut bien la guerre. Alors, peut-être pas non plus. Tu sais, moi je pense toujours à cette anecdote qui m'a été racontée par mon tonton André, le frère de mon grand-père donc. Je lui avais demandé il n'y a pas longtemps quels sont tes souvenirs de la guerre. Il était dans la région de Limoges à l'époque. Et il me dit, bah écoute, moi le seul souvenir que j'ai, parce qu'il est très âgé maintenant, c'est la déclaration de guerre. Et en fait, il raconte qu'il était dans un village du Limousin, et en fait, il est assis sur une souche d'arbre, tu vois, il était jeune enfant, et en fait, il y avait une espèce de petite pente comme ça, et il voit sa mère de loin qui arrive en courant avec les mains sur la tête, en disant oh, mon Dieu, c'est horrible, c'est la guerre, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'est la guerre, ça veut dire que c'est 14-18 que tu es en tête, et donc ça veut dire que tu vas perdre soit ton père, soit ton cousin, soit ton frère, soit ton fils pour les parents, enfin c'est horrible quoi, enfin, tu vois, c'est... Bon, je dis pas qu'on en est là, mais bon, cette guerre civile froide dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de quoi s'en vanter quand même, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Mais c'est-à-dire qu'en France, tu penses qu'on tient, c'est quoi? Il y a une espèce de paix sociale qui est hyper fragile? Il y a une paix ethnique. Une paix ethnique. Paix ethnique. Concrètement, quand on aura, à cause de la dette, quand on pourra moins verser de RSA ou d'autres allocations, je serais curieux de voir ce que ça donne. Et je pense que tu enlèves les aides sociales, ça devient tout de suite explosif. Et nos hommes politiques en ont parfaitement conscience. Pourquoi les banlieues sont 10 fois plus arrosées que le Limousin que je connais un petit peu, que certains coins du Languedoc que je connais un petit peu, où là-bas, il y a de la pure pauvreté, quoi. Ça te serre le ventre quand tu y vas. Même globalement, ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Pourquoi ces zones-là sont... Quand je dis 10 fois moins arrosées, c'est pas une façon de parler, c'est 10 fois moins arrosé que la banlieue. Tu sais, moi j'ai fait 10 ans de rugby, à chaque fois que nous, on allait jouer dans une ville de banlieue qui était officiellement crasseuse, ils avaient des super infrastructures, les mecs, ils avaient des super stades. Nous, on était porte de Choisy, on avait un stade qui était totalement pourri, totalement défoncé. Et tu vois, quand on allait au Mureau, à Bobigny, à Mantes-la-Jolie, les mecs, ils avaient des super infrastructures à l'époque, enfin, par rapport à ce que nous on avait. Mais pourquoi? Parce que les municipalités... Il y a une politique de la ville, on met de l'argent là-dedans, bien sûr. Tout simplement. Donc il y a une paix ethnique qui est achetée. Nos hommes politiques en ont parfaitement conscience, bien entendu. Pourquoi je te dis ça avec autant de certitude? Parce que j'ai lu le dernier bouquin, tu sais, sur Hollande, là, des 2 journalistes qui reviennent. Ah oui. Il fait les mêmes constats que moi. Il fait les mêmes constats que moi. Et surtout sur l'immigration, enfin sur beaucoup de choses. Mais sur les questions ethno-démographiques, Hollande fait les mêmes constats que nous. Il fait les mêmes. Il y a trop d'entrées en France. La France des banlieues est un monde hermétique, en quelque sorte, par rapport au reste de la société française. Mais en même temps, dans la société française, il faut distinguer la France périphérique des bénéficiaires, si tu veux, de la mondialisation, qui sont une minorité d'ailleurs de plus en plus restreinte. Hollande fait les mêmes constats que nous. Et c'est parce qu'il fait les mêmes constats que nous que... c'est objectivement, j'allais dire un collabo, j'ai pas de procès, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, parce que s'il fait ce constat-là, il peut pas appliquer la politique qu'il applique. En théorie, je sais, c'est quand même... Ou alors, il détruit la France sciemment. Il détruit la France sciemment, tu vois. Mais objectivement, il fait le même constat que nous sur beaucoup de choses. Ce livre est assez intéressant quand même.
on en dit beaucoup de mal. C'est pas le brûlot ou le... C'est pas si humiliant que ça pour Hollande, si tu veux. En fait, ce livre, c'est vraiment un livre qui sort pile poil pour les élections, c'est-à-dire il s'explique sur tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Sur absolument tout. Y compris sa vie privée, avec Julie Gaillet, je sais plus comment elle s'appelle celle d'avant. Trierweiler, là où il a tellement marqué l'histoire de France. Bref. Donc c'est ça l'idée. C'est quand même un document historique intéressant, parce qu'on voit qu'on a lu à la présidence de la République un post-adolescent, en fait. Mais remarque que celui d'avant était pas mieux dans le genre. Pas mieux dans le genre, en plus la garde. Voilà, donc c'est des gens qui cherchaient à avoir une meuf, une copine. La preuve avec Carla, c'est du sérieux, n'est-ce pas? Voilà, donc on a eu des post-adolescents, mais bon, on a les gouvernants qu'on mérite. Voilà. Parce que là, alors c'est ça qui est quand même saisissant. Hollande, lui, fait ce constat-là, et d'un autre côté, je vois un homme politique comme Philippe de Villiers, il se fait traiter de complotiste. Et qu'il reprend précisément en plus des extraits du livre d'Hollande où il parle de la fameuse partition. Alors, j'ai lu effectivement les extraits. C'est vrai qu'on pourrait donner plusieurs sens, ce que Hollande pourrait dire, mais en gros, toi, tu as l'air plutôt d'accord avec De Villiers. Ouais, voilà. Alors, même, j'ai un souvenir, je crois que c'était sur Europe 1. Et De Villiers, à un moment, évoque le grand remplacement ou un truc dans le genre. Il se fait immédiatement couper par un présentateur radio. Et il fait « Ah, mais ça, c'est du complotisme. » Alors, définissez-moi, bon sens, que c'est le complotisme. Parce qu'il y a la définition classique du complotisme normal, c'est-à-dire celle de voir des complots partout, à tort et à travers. Ça, ok, pas de problème. Ça existe, mais globalement, ça concerne, franchement, une ultra minorité de la population. Mais, c'est un extrait que je cite dans mon livre, Najat Vallaud-Belkacem passe en janvier 2015, je crois que c'est encore sur Europe 1, ou attendez, enfin, c'est au micro de Jean-Michel Apathy, donc c'est peut-être sur RTL. Et elle dit, donc il y a de plus en plus de complotisme, et la définition qu'elle donne du complotisme est extrêmement intéressante. Sa définition, c'est la remise en cause de la parole des médias et de la classe politique. C'est ça le complotisme. Donc en fait, tout discours alternatif à la doxa est du complotisme. Avant c'était du fascisme, maintenant c'est du complotisme. Et il y a une troisième définition du complotisme qui est évoquée par le système, c'est quand tu prêtes à quelqu'un des calculs égoïstes, des calculs cachés, des calculs mauvais. C'est-à-dire que le mal n'existe pas. Pour l'homme de gauche, le mal n'existe pas. Et quand tu considères que le mal et l'égoïsme existent, tu es un complotiste. Si tu dis tel groupe financier fait ça parce que ceci, parce que cela, ah mais c'est du complotisme. Et pourquoi? Il y a une cause très profonde à ça. Qu'est-ce que la gauche? Avant toute chose, la gauche, c'est l'idéologie des Lumières. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie des Lumières? C'est la négation du péché originel. C'est-à-dire que la nature humaine est bonne. C'est comme Rousseau. C'est Rousseau. La nature humaine est bonne, il n'y a pas de péché originel. L'homme est bon. Donc si tu prêtes à l'homme bon des intentions mauvaises, c'est que tu es complotiste. Voilà. Donc, le complotisme, il y a 3 définitions. Définition classique, mais qui n'est plus utilisée par le système, et pour cause de fait, elle recouvre une réalité assez faible. Il y a la définition de Madame Najat Vallaud-Belkacem, à savoir remise en cause de la parole de la classe politique et des médias. Moi, à ce titre-là, je suis très complotiste. Très complotiste, voilà. Ça, c'est très pratique en plus. Comme ça se qualifie très vite. Mais ils n'ont rien à nous dire, ces gens-là. Ils n'ont rien à nous dire, ils n'ont rien à nous proposer. Tout ce qu'ils ont à proposer, c'est la trahison de la France. Encore et encore. Et la troisième définition, c'est donc la suspicion du mal, la suspicion de l'égoïsme, la suspicion d'intention cachée. Voilà. C'est un peu ça les attaques tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'expriment, puis après ils sont poursuivis pour incitation à la haine raciale. Oui, tout à fait, oui. J'ai vu que Zemmour, j'ai lu les propos pour lesquels il a été condamné, je veux le dire, mais en toute sincérité, c'est aberrant. Alors tu sais que... Il n'y a rien dans ces propos. Moi je demande une application d'incitation à la haine raciale, si tu veux, identique en tant que juriste, égalité devant la loi, pour tous les groupes. Et donc, par exemple, si un jour quelqu'un te dit « je suis pour qu'on rase telle grande mosquée de France », si tu dis « je suis pour qu'on rase tel monument très important d'Israël », par exemple le mur des lamentations, tu vas dire que c'est de l'incitation à la haine raciale contre Israël ou de l'incitation à la haine raciale contre tel pays musulman. Donc quand on dit qu'on est pour raser le château de Versailles, comme M. Apathy. M. Apathy, qui nous montre tout son amour de la France. Ça tombe sous le coup de la loi, normalement. Si tu appliques avec les critères qui sont appliqués, si tu veux, à des gens comme Zemmour ou comme d'autres, parce que l'incitation à la haine raciale, moi je veux bien que ça soit condamné. Mais dans ces cas-là, que ce soit vraiment de l'incitation à la haine raciale qui soit condamné. À partir du moment où la simple critique d'une communauté
d'un groupe, quel qu'il soit, devient de l'incitation raciale, ça devient autre chose. Et la loi Pleven, parce qu'on te parle toujours de la loi Guesso, mais la loi Pleven, elle est 10 fois plus, est une loi totalitaire qui t'oblige à te rallier à ce que j'appelle l'idéologie du parti. C'est une loi anti-déviationnisme, la loi Pleven. C'est-à-dire que ça t'interdit de faire des constats, hein. Ça t'interdit de faire des constats, ça t'interdit de faire des critiques. Si tu dis que les Suédois, par exemple, en France, créent trop de délinquance, tu peux te faire condamner par la loi Pleven, ce qui n'est pas mon cas. On sait que c'est les Austro-Hongrois et pas des Suédois bien sûr, qui foutent la merde, on le sait bien. Donc, la loi Pleven est une loi totalitaire qui somme les individus de se rallier à une idéologie unique où tout le monde il est bon et tout le monde il est gentil, et la critique du multiculturalisme est quasiment interdite, si tu veux, ou alors de façon très feutrée. Ouais, parce que dans les mots, par exemple, voilà, je prenais ce cas de Zemmour parce que il est bien emblématique, mais il n'y a absolument aucune insulte, rien dans ce qu'il dit. Enfin, il fait le constat comme on pourrait faire un sociologue ou quelqu'un. Enfin, il n'y a rien d'injurieux pour personne. Au sujet de Zemmour, si tu me permets une incise, tu sais qu'il a fait un débat avec Raphaël Glucksmann il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, et assez ennuyeux d'ailleurs. Hein. Ouais. Et faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de répondants Zemmour face à lui, je veux dire. Et Zemmour à un moment dit les quartiers où moi j'ai vécu. Oui. Il y a plus de Français de souche. Je crois que c'est sa femme. Donc, et il cite Montreuil, le 18e, et... il cite Drancy et Stein. Et Stein. Alors Stein, je connais très bien. Alors que Stein, ma grand-mère a vécu à Stein. Elle a vécu à Stein, donc je connais. Alors, petite parenthèse. Il n'a pas tout à fait raison. C'est-à-dire que dans ces zones-là, remarque Stein, je sais pas, ça a vérifié. Mais en gros, il y a des... Tu prends Montreuil, par exemple. Bah, c'est ce que j'ai dit. Montreuil, c'était... En plus, ils ont essayé de le débunker, on a la Montreuil. Justement, j'ai envie d'en parler. Voilà. C'est que Montreuil, il y a deux Montreuil. Voilà. Le Montreuil Bobo et le Montreuil Malien. Et voilà. Et ces racleurs de Canal+, je crois, vont à Montreuil et ils demandent aux gens est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de blanc. Alors bien sûr, quand tu vas dans le quartier Bobo, voilà. Ah, oui. Et pareil pour le 18e. Si tu prends le métro et que tu descends à la Marque, et que tu descends, et que tu fais le tour des restos, tu vas voir que des bobos et que des blancs. Si tu vas rue Doudoville, rue Lamarck, voilà, redescends plus bas, vers Poissonnier. Tu vas rigoler. Et puis quand t'as bien redescendu, tu remontes au boulevard Barbès jusqu'à Château-Rouge comme ça. Et puis tu prends la rue Doudoville aussi. Voilà, rue Doudoville. Ça c'est... Allez, rue Doudoville. Coucou à Rafik, mon pote, là-bas. C'est très très bien, rue Doudoville. Donc tu vois, il y a vraiment une hypocrisie, il y a un mensonge. Alors, petite parenthèse, à ce temps, je sais pas si on les trouve encore les blancs. Moi, c'est ce que je me suis dit, s'ils avaient voulu faire les vrais, ils seraient là, dans les cas de ville. Là, ils auraient les couilles, là. Ouais, voilà, ils auraient les couilles. Parce que Montreuil, parce que c'est et en centre-ville, en plus. Et en plus, en centre-ville. Mais c'est ce que t'as dit, Montreuil, c'était le mauvais exemple, parce qu'effectivement, il y a une partie bobo, c'est comme Ronny, il y a une partie un peu bobo, une partie plus ghetto, entre guillemets. Ah oui, il y a les deux. Mais après, dans les villes qu'il a citées, de toute façon, il n'a pas dit il n'y a plus de blancs, parce qu'évidemment, il y en a encore. Ça, c'est le fantasme. Non, il n'y a plus de blancs. Non, il y en a encore. Mais c'est une infime partie. C'est une minorité. C'est comme... tu connais le groupe Kyo ? Le couple ? Le groupe Kyo. Kyo, oui. Et en fait, c'est marrant, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il venait de la ville des Mureaux. D'accord, oui. Et j'ai rien contre le groupe Kyo, hein, c'est des très bons musiciens, pas de problème. Mais tu vois, moi, ça me fait rire, parce que moi, les Mureaux, c'est une équipe de rugby qu'on jouait à chaque fois. On se tapait tout le temps contre eux, ça partait toujours en couille. Et, enfin, tu vois... Moi, l'image des Mureaux que j'ai, c'est on était wanted, dead or alive, là-bas, tu vois. C'est-à-dire que je me rappelle même dans les couloirs, tu sais, t'as les deux équipes qui sont comme ça en colonne. Ouais. Et là, les mecs, je dis pas, on le dit, tu sais, c'est je viole ta sœur et compagnie. Enfin, tu vois, c'est des gros coups de pression, grosses insultes. Enfin, tu vois, pour nous, les Mureaux, c'était, on allait à la guerre, quoi, quand on allait là-bas. Et j'apprends que les mecs de Kyo, qui sont les mecs les plus gentils au monde, tu vois, ils viennent des Mureaux, tu vois. Bon, bah voilà, donc la réalité de la banlieue, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu as un centre-ville qui est très préservé, et autour, c'est Mad Max. C'est pareil pour Mantes-la-Jolie. Oui. Mantes-la-Jolie, la première fois que je suis allé à Mantes-la-Jolie, c'était avec le rugby. Donc là, c'est pareil, on est en mode, tu vois, on va à la gare, quoi. Et la deuxième fois que j'y vais, c'est en Transilien. Et j'arrive, je sors donc de la gare, et je vois une ville, j'ai l'impression d'être à la campagne, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est une réalité que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que tu as un centre-ville encore un peu blanc, dans beaucoup de villes de banlieue, et tout autour, en revanche, là, c'est du 100%. Ouais, même Sarcelles, c'est comme ça, il y a plusieurs villes comme ça qui ont deux visages dans la ville. Et Montreuil a ces deux visages, et ces racleurs de Canal+, comme par hasard, ils vont voir que les blancs. Voilà. Ça, c'est pour un peu... en plus, ils veulent masquer ça, mais pour qui ça... Incroyable, en plus.
Parce que pour pas le voir, voilà, c'est ça. Faut prendre Uber souvent. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Faut vraiment habiter boulevard Exelmans pour pas le voir. Et quoi. encore mauvais exemple avec Uber, parce que le remplacement, tu le vois avec Uber. Ouais. Parce que les chauffeurs, c'est pas tous des Austro-Hongrois, tous. Allez. Mais c'est pas des mauvais bourgs, les non, pas du tout. Bah non. Je veux pas les diaboliser ou leur cracher dessus, pas du tout. Mais non, mais c'est une réalité, je veux dire, sociologique qui est visible et qu'on. Mais c'est ça qui est visible, c'est que on nous fait croire qu'on aurait besoin de la note en bas de page du CNRS. Et je dis les mecs, vous n'avez pas besoin de lunettes, vous le voyez le remplacement. Ça les arrange qu'il n'y a pas de statistique ethnique aussi, parce que ça, parce que ça, c'est un grand argument porté par les antiracistes justement qui disent, vous pouvez pas dire ça, vous n'avez pas de support en fait pour vous appuyer sur ça. Mais j'ai mes yeux en revanche, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu sais, c'est comme si en 40 tu veux faire croire qu'il n'y a pas la Wehrmacht à Paris, quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, je dis mais attendez, il y a des soldats allemands partout là. Je veux bien, moi, mais c'est bon. Mais franchement, hein, tu prends la ligne 13, tu prends la ligne 8, tu la connais la vérité. C'est tout. Tu la connais. Donc, quand on y pense, tu sais, nous, on s'est accoutumé à ce mensonge. Mais on est des gens qui se prétendent neutres, qui prétendent vraiment, tu vois, avoir une hauteur de vue et d'être impartiaux. Comment tu peux nier ça? Comment tu peux nier ça? C'est comme si tu niais qu'il fait plus froid en hiver qu'en été, quoi. Enfin, au bout d'un moment, cette négation systématique de la réalité, allez, en avant-première, c'est ce que j'appelle dans mon prochain livre, le négationnisme institutionnel. C'est-à-dire qu'il y a une négation soit de l'existence d'un phénomène, soit de l'ampleur d'un phénomène. C'est pour ça qu'on vit dans un monde totalitaire. On nous sommes systématiquement de nous rallier à une idéologie dominante, à une pseudo-réalité, quand bien même la véritable réalité serait totalement aux antipodes de cette pseudo-réalité. Et cette négation du grand remplacement, enfin je veux dire, quand nous on aura pris le pouvoir, les gens qui ont dit tout ça, ils vont passer pour des bouffons. Et moi je vais te dire, peut-être que certains d'entre eux, si on a vraiment le pouvoir, on dit, bah toi, ta peine, tu feras pas de tôle, il n'y a pas de problème, par contre, tu vas habiter dans le 93, tu vois. Donc, Émeric Caron, machin, vous aimez la diversité, aucun souci, les mecs. On vous paye l'appart, franchement, c'est cadeau, c'est l'immobilier, c'est cadeau, tu vois. Et on verra s'il reste longtemps. Ouais, parce qu'ils nous vendent, ils nous vendent ce monde-là. Moi, quand j'entends le discours médiatico-politique, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire une espèce de... On nie, c'est-à-dire des gens qui vivent comme ça dans une alcôve où je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais complètement coupés de la réalité. On a l'impression qu'ils sont pas, c'est en face. C'est très dur. Même quand tu habites dans le 16e aujourd'hui, c'est très dur. Tu sais que moi je travaille dans un quartier d'affaires, même dans le quartier d'affaires ça se voit. À la limite, ceux qui ne le voient pas, c'est la bourgeoisie du 92, tu vois. C'est les villes Marne-la-Coquette, Sceaux et compagnie. D'accord, oui. Ce genre de villes-là, effectivement... là, tu peux passer à côté du grand remplacement. Tu sais, moi, je vais te dire, la première fois que je suis allé à Sceaux, je me suis dit, mais le 16e à côté, c'est des clodos, quoi. C'est-à-dire que c'était un monde, c'est une bulle. C'est une bulle. Ou même à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, ouais. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye, j'en ai pas cru mes yeux, quoi. J'ai que des blancs, j'ai plus l'habitude. Hein. En Île-d'Afrique, c'est rare, tu vois, des villes où il y a que des blancs, comme ça. Même... une espèce de calme, qui règne, une sérénité comme ça, une ambiance. Mais Sceaux surtout, ça m'a marqué, quoi. Je me suis dit, ça existe, ça. Oui, je connais un peu Bourg-la-Reine, Sceaux, ces endroits-là. Bon, bah d'accord. Donc ces gens-là, ils passent à côté de la réalité. Mais même quand tu habites à Paris, dans le 5e, même quand tu habites au boulevard Saint-Michel, sincèrement, c'est très difficile de passer à côté. Ne serait-ce que parce qu'à Châtelet aussi, tu vois. Parce que Châtelet, tu sais, moi j'ai un pote qui vendait des glaces à Châtelet. Et il m'a raconté que les touristes étaient choqués, tu vois, de la population tu vois, de Châtelet. Quoi. Un peu trop de Suisses. Et il y avait trop de Suisses à Châtelet, quoi. Donc voilà, effectivement, le grand remplacement, non seulement c'est une vérité, mais c'est une évidence, quoi. Ouais, parce que, alors en plus, j'ai l'impression que ça a plus, comme cette espèce de monstre à deux jambes, il y a le grand remplacement entre guillemets légal, mais en plus, il y a les migrants, les illégaux. Oui. Parce que ça, le gouvernement, là, bon, bah, t'as suivi, Calais, le Stalingrad la aussi. Totale avec les migrants. Moi, ce que j'adore avec les migrants, tu vois. Alors, grosse dédicace aux migrants, quoi. Non, mais franchement, quoi. C'est que eux, ils font tout ce qu'on les soupçonne de faire, tu vois. C'est-à-dire que on dit, attention, ça va ramener des mecs qui vont violer, qui vont tout défoncer. Et à chaque fois, les mecs, ils partent où ils passent, ils foutent le bordel. T'as des histoires de... Là, il y a pas longtemps, il y a une Bretonne de 60 ans qui se fait violer. J'ai vu ça. De 67 ans, quoi. 67 ans. Non, mais le cerveau... Il en avait 16, quoi. Non, oh, putain. non mais franchement, quoi. Enfin, ces mecs-là sont les caricatures de ce que peut en penser l'extrême droite. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est qu'ils font tout pour nous donner raison, quoi. Non mais c'est incroyable. C'est comme tu vois tu as vu peut-être les vidéos de batailles rangées à Stalingrad. Quoi. Ah oui, bah j'ai vu, mais c'est Mogadiscio. Et attention, t'as remarqué que ça tu le vois pas dans les médias.
Non. Tu le vois pas Non. dans les médias. Alors, Dans les grands médias. Je suis content de te demander parce que moi j'ai fait des émissions sur les migrants et il y a évidemment des gens qui sont tombés dessus en disant oui mais tu fais le jeu des grands médias parce que justement j'ai voulu montrer l'autre visage des migrants, celui qu'on nous montre pas. Et là, mais tu me conviens, les médias ils nous montrent pas ça. Bien sûr que non. Pour eux, mes messieurs, mes chers métanautes, vous avez pas tout suivi, les migrants sont des futures montagnes. Voilà, j'ai entendu ça. Je l'ai entendu en plus pour de vrai. On m'a dit, ce sont des futures montagnes. Donc, voilà, et puis on fait tout pour culpabiliser les Français qui veulent pas les accueillir, on fait tout pour culpabiliser les communes qui veulent pas les accueillir. Il y a eu des reportages méprisants de Canal+, tu sais, sur toutes ces réunions qu'on voit partout en France, de population des villes et des villages qui refusent de se faire coloniser. Et petite parenthèse, tous nos tocards de Canal+, là, moi je les ai pas entendus proposer à faire venir des migrants dans leur rue. J'ai entendu personne dire venez rue de Rivoli, venez dans le 16e, venez à Sceaux, venez à Bourg-la-Reine, venez à Neuilly. Je les ai pas entendus dire ça. Je les ai pas beaucoup entendus. Qui montrent l'exemple. Qui nous montrent l'exemple. Après, peut-être qu'on les imitera si on trouve qu'il y a des effets positifs. Mais montrez-nous. Parce que je l'ai vu que dans le traitement médiatique, voilà, encore sur le cas que tu parlais en Bretagne, les gens ont manifesté. Ils se sont fait traiter de nazis, quoi. C'est-à-dire... Voilà, tu défends une dame, ou tu condamnes la condamnation du viol et du nazisme, donc c'est dramatique de dire ça. On voit que, de toute façon, je vais te dire un truc. La gauche, initialement, c'était une idéologie politique. Ce l'est encore à certains égards, mais c'est franchement devenu une pathologie mentale. Non, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Il faut le dire. C'est que ces gens-là ont un problème avec la réalité, quand même. Quand tu m'as dit ça la première fois, ça m'a fait beaucoup rire. Mais figure-toi qu'au fur et à mesure que je rencontre justement des gens qui sont dans ce déni total, je me dis, mais Adrien a raison, en fait, c'est une pathologie. Parce qu'à un moment donné, c'est quand tu montres à quelqu'un, tu lui dis, mais t'as la boule devant toi, il dit, mais non, mais non. Voilà, donc ceci est une voiture. C'est une voiture. Cher méthanote, ceci est une voiture, quoi. Voilà, donc ça, c'est le klaxon. Voilà, c'est la preuve. C'est une voiture. Voilà. Et ces gens-là refusent. Et à un moment donné, je me disais, mais il a raison, en fait, c'est une pathologie. Parce qu'à ce point-là, on peut plus, là, c'est l'idée. Mais tu sais, même les gens de gauche sont des fanatiques religieux. Par exemple, quand tu prononces le mot facho, Front National, alors que putain, le fun, c'est plus que ça c'est, ces gens-là ont un réflexe de va des rétro. Oui. Et tu vois, ils sont en mode vraiment fanatique religieux, quoi. Et d'ailleurs, les personnes les plus intolérantes sont de gauche, parce que moi, qui suis d'extrême droite, n'est-ce pas, j'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un ne pense pas comme moi. Si je croise demain Yann Barthès dans la rue ou Émeric Caron, je m'en fous. J'ai pas du tout envie de les violenter, je m'en fous. Alors que le mec de gauche qui me croise, il a envie de me foutre une tarte. Tu vois, objectivement. Moi, je vois les commentaires haineux que je reçois des gens de gauche. Tu sais, moi, les commentaires, c'est par période. Et à un moment, j'ai eu les trolls pères, j'ai eu les soralo maghrébins. Et là, tu vois, c'est surtout parce que j'ai taclé pas mal mis debout. Et là, les gens de gauche, tu les vois ce qu'ils mettent sur la page, mais les mecs, ils sont haineux, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Ah oui, il y a une violence de leur côté. Mais ils refusent de l'admettre, ça aussi, parce qu'ils nous disent toujours que c'est l'extrême droite qui est violente. Ils disent jamais. Regarde les manifs El Khomri. Regarde cette violence incroyable contre les flics, tu vois. Parce que l'homme de gauche a une supériorité morale. Si tu n'es pas de gauche, tu es un sous-homme, et donc je te retire les droits de l'homme, puisque tu n'es pas un homme. Je peux te retirer les droits de l'homme et je peux te traiter comme une merde. C'est ça, la pensée de gauche. Nous, hommes de gauche, nous, républicains, nous sommes supérieurs aux Français. Nous sommes moralement supérieurs à ces manants qui ne comprennent pas la beauté du politiquement correct, du mondialisme, du cosmopolitisme, des Lumières, de la laïcité et compagnie. Vous, manants, nous vous méprisons. Il y a un mépris profond chez l'homme de gauche. Profond. Vraiment. Et là, puisque justement... Et une arrogance incroyable. Parce que ce que je remarque, justement, tu vois, sur cette idéologie de gauche, c'est qu'elle a investi, mais tous les champs politiques dans tous les pays d'Europe avec la même configuration, il y a des causes structurelles très profondes à ça. Et on va rebondir avec Trump. C'est l'idéologie de la bourgeoisie. La gauche, la révolution, les Lumières, c'est l'idéologie de la bourgeoisie, tout simplement. En France, on a eu une révolution en 1944 qui a consisté à quoi, qui a consisté à exterminer ou à marginaliser socialement les notables de droite, pour que les hautes strates de la société ne soient plus que composées exclusivement de républicains. Parce que s'il y a eu le retour de la France catholique en 1940, c'est parce qu'il restait malgré tout dans les élites des mecs capables de faire la bascule. Après 1944, les républicains disent ça plus jamais. Plus jamais. Maintenant, nous allons
être une république pour l'éternité, et donc, tu vois. Mais ce mouvement-là, on l'a connu partout dans le monde occidental, absolument partout. Et ce qui est très intéressant, on rebondit sur Trump. Je te parlais du fait que la gauche est une maladie mentale, on rebondit encore sur Trump quand on voit les réactions de malades mentaux. Parce que, petite parenthèse, si Hillary est élu, je suis pas très content. Mais tu vas pas aller chier dans la rue comme j'ai vu. Oui, ou même pleurer, quoi. Ou pleurer, Bien ou sûr. casser des vitres et te mettre à... Donc, mais là où je veux en venir, c'est que Trump dissonne par rapport à l'idéologie de la bourgeoisie, et le politiquement correct aux États-Unis aussi est très fort, peut-être même plus fort qu'en France. Et donc, les mecs deviennent fous. Ils deviennent fous, tu vois. Moi, je suis pas un ultra-trumpiste, ça me fait marrer, tu vois. Tu vois, quand, après les attentats de Paris, il dit « if they had guns », ce qui n'est pas totalement faux, en parlant des Français. Il y aurait eu peut-être moins de morts, ça c'est vrai. C'est même sûr. Mais donc, la gauche, cette idéologie donc, de gauche, des Lumières, maçonnique, on va être clair, mondialiste, donc c'est cette idéologie-là qui colonise la bourgeoisie. T'as encore en France, ce que j'appelle moi des mecs de la cause, qui sont très haut placés. T'en as encore. Mais il la ferme, parce que quel intérêt ils ont à l'ouvrir ? Il y a des coups à prendre. Il n'y a que des coups à prendre et il n'y a pas de débouché politique. Il n'y a pas de débouché politique, tu vois. Il n'y en a pas. Donc, c'est pas du tout la majorité. Je pense que si c'est 5%, c'est pas mal. Mais ils sont là. Mais ils savent qu'ils doivent la fermer. Ils le savent. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que demain, ils l'ouvriront pas. Donc, ce progressisme immonde qui a tout détruit partout. Mais partout, c'est partout, c'est ça. Qui produit des ravages, mais dans tous les domaines, quoi. Et surtout, que les historiens verront, c'est l'effondrement civilisationnel de ces dernières décennies. Quoi. Les arts sont morts, le civisme est mort, les règles de sociabilité sont mortes, la courtoisie a disparu. Tu vois, j'ai rencontré Paul Racine il y a un an de ça. Ce qui m'a surpris chez cet homme-là, surtout, c'est le mec qui a un degré de politesse, mais incroyable. Un degré de courtoisie et de politesse, mais hallucinant, quoi. Et ça a totalement disparu. Ou alors, c'est devenu un phénomène très marginal, hélas. Comme quoi, tu vois, la politesse et la bourgeoisie et la courtoisie sont des valeurs à ressusciter. La vie serait plus douce, sans doute. Jules Renard disait, il faut dompter la vie par la douceur. Il avait bien raison. Enfin, voilà. Mais il y avait un truc aussi sur Trump que je voulais te faire... on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais on a remarqué la même chose. C'est qu'il y a un lien entre Trump et la nouvelle opinion publique. Ah bah oui, aussi. Alors, j'ai inventé ce concept de nouvelle opinion publique. Il m'est venu en lisant François Furet et Augustin Cochin. En gros, c'est nouveau moyen de communication égale nouvelle audience, nouveau public. Donc il y a une nouvelle opinion publique qui est née sur Internet. Et on va rebondir avec ce que je te disais sur 1944. En 1944, les éléments conservateurs, réactionnaires français de la société se font défoncer. Ils se font soit exterminer physiquement, soit marginalisés socialement. Et donc, le pays réel, à ce moment-là, n'a plus de force de frappe sociale, tu vois. Il n'a plus de force de frappe, il n'a plus de grands médias, il n'y a plus d'Action française qui se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires, il n'y a plus de Léon Daudet à l'Assemblée, il n'y a plus de Xavier Vallat à l'Assemblée, etc. Donc le pays réel est désarmé, totalement désarmé, et donc tu as un triomphe et une avancée de la République depuis 70 ans qui est énormissime, si tu veux. Bon. Il y a une défrancisation d'ailleurs qui est liée à ça. Le pays réel a retrouvé une nouvelle force de frappe avec la nouvelle opinion publique. Parce qu'en fait, la nouvelle opinion publique, c'est l'opinion du pays réel, face à l'opinion républicaine qui nous est transmise dans les grands médias. Grands journaux, grandes radios, grandes télés, etc. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en face, ils bug et qu'ils nous traitent de fachos, de complotistes et compagnie. Non, nous sommes français. Vous êtes des raclures républicaines. Nous sommes français. Voilà, avec tout ce que ça implique d'un point de vue spirituel, civilisationnel, etc. Donc pourquoi je te parle de nouvelle opinion publique ? Je tombe sur des articles, ces derniers temps, qui mettent en accusation Google et Facebook de laisser... Enfin, oui, ils sont mis en accusation, et on les accuse donc de laisser filtrer des fausses informations. Et donc c'est à cause de vous, grands méchants que vous êtes, que Trump a été élu. Parce que les gens sont cons, et ils se sont laissés intoxiquer par le mensonge, et ils n'ont pas vu la lumière que représentait Hillary Clinton. Bon. Et d'ailleurs, même sur France Inter, je crois que c'était d'ailleurs un descendant de Pierre Mendès France, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs, c'est incroyable. Et on t'expliquait que c'est les complotistes, en gros, qui ont fait gagner Trump.
C'est absolument incroyable, si tu veux. J'ai vu un article de Libération qui date d'aujourd'hui et qui dit Trump... c'est Facebook et Google, une cure de désintox sur Trump, un truc dans le genre. Vous pouvez les facilement vérifier. Et donc, en fait, Facebook et Google ont fait des déclarations dans lesquelles ils disaient que dorénavant, ils allaient sucrer les revenus publicitaires des sites qui diffusent des fausses informations. Je leur dis, excellente idée. Donc, par exemple, ils ont bien dit fausses informations. Donc, tous les médias qui nous disent que l'immigration est une chance pour la France, que le racisme anti-blanc n'existe pas, que l'Union européenne va nous apporter la prospérité, la paix et compagnie, que la mondialisation est heureuse, et ben dans ces cas-là, il faut leur sucrer leurs revenus publicitaires. Et dans ces cas-là, donc on va viser BFM-VC, le Bigorneau, Les Mondes, l'Aberration. Tu vois, tous ces gens-là qui mentent depuis des décennies, ou qui sont authentiquement imbéciles, ce sont les gars, ou les deux, hein. Donc dans ces cas-là, effectivement, oui, il faut leur sucrer leurs revenus publicitaires. Ou alors, peut-être tout simplement, il faudrait que quand ce sera un pouvoir nous, on leur supprime leurs subventions. Et là, on verra ce que représente leur base véritable. Mais donc, te disais-je, même aux États-Unis, on voit mal, on réceptionne mal, on accepte mal le fait que Internet est acquis ce poids et cette force médiatique. Et quelle est cette révolution? Elle est très simple, c'est qu'avant, pour l'info, entre les moyens de communication et le peuple, entre les deux, tu avais le pouvoir qui filtrait. Avec Internet, ça ne filtre plus. Et ça, on ne mesure pas les conséquences que ça a déjà et que ça aura. C'est les historiens qui nous le diront à quel point. Mais tu vois, mon cher Tepa, c'est pourquoi il ne faut pas que nous jouions les modestes. Nous contribuons à faire l'histoire, avec nos modestes moyens, qui effectivement, pour le moment, sont plus que modestes. Mais nous contribuons à faire l'histoire aujourd'hui. Le bon Dieu, c'est une ruse de la providence, je crois que c'est le prophète Isaïe qui, dans l'Ancien Testament, dit que le bon Dieu ruse les rusés, enfin il y a une formule comme ça. Et là, c'est vraiment ça. Le bon Dieu nous a donné une nouvelle force de frappe grâce à Internet. Nous faisons l'histoire. Nous contribuons à faire l'histoire. La preuve, c'est que chez nos amis de France Inter, ils commencent à bugger là-dessus. Et ils ont bien à nous dire que le vote Trump est quasiment un vote complotiste. Un vote complotiste, c'est ce qu'ils essayent de faire passer en disant c'est la victoire d'Internet. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce degré de folie qui habite ces gens-là, quoi? Mais c'est fou de dire ça. C'est absolument fou. Et en plus, tu vois, ce qui est sous-entendu, c'est que Hillary Clinton, donc la gauche, et la supériorité morale. Et quand t'es intelligent, tu dois te rallier à elle. Sinon, c'est que t'es un con, quoi. C'est ce qu'on lit d'ailleurs aussi sur les électeurs du Front. Tout à fait. Ils sont mal éduqués, ils sont stupides, parce que bien sûr, les gens qui pensent que l'immigration est une chance pour la France, je te refais les maximes de tout à l'heure et compagnie, eux, ils ont tout compris. Eux, ils sont super intelligents. Bon. Oui, parce il y a un mot, alors, c'est aussi, je sais pas si t'avais remarqué dans les médias, ils adorent utiliser le sentiment d'insécurité. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'est pas réel. C'est un peu toujours ce que je parlais tout à l'heure, la dénégation. On sait pas. La prochaine fois que Zemmour balance un truc sur Stein, je dis aux journalistes de Canal+, allez faire le même reportage à Stein. Sur place, avec votre matériel, avec votre matos. Allez-y. On va voir si c'est un sentiment, les mecs. Parce qu'ils parlent de sentiments comme si, les gens, c'est une idée qui se font. C'est comme les chômeurs, tu vois. Les chômeurs ont le sentiment de ne pas avoir de travail, alors qu'en fait, ils ont un travail, tu vois. Bien sûr. Et puis en hiver, tu as le sentiment qu'il fait plus froid. Mais en fait, non, c'est en été où il fait plus froid. On bascule dans un monde de folie, et c'est la preuve qu'on est dans un monde totalitaire. On n'est pas dans un monde liberticide, on n'est pas dans un monde dictatorial, mais nous sommes dans un monde totalitaire, car nous sommes sommés de nous rallier à une pseudo-réalité et de nous rallier à une idéologie très précise. C'est ce que j'appelle donc l'idéologie du parti. Au moins, tu vois, sous l'URSS, c'était clair et assumé. On nous disait, il y a l'idéologie du parti, si tu ne t'y rallies pas, tu es un traître et tu es condamné au nom du déviationnisme. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas assumé. Ce n'est pas assumé, et donc, on te qualifie non pas de déviationniste, mais de facho, donc de complotiste, antisémite, et de blablabla, et tout ce que tu veux. Et d'islamophobe, c'est ça vient dans la liste. Parce que tous les journalistes, en plus systématiquement, dans notre système, dès qu'il y a quelqu'un qui franchit, on va dire justement, un peu ces lignes de la doxa sur un mot, sur quelque chose, immédiatement, ils sont comme des chiens de garde, ils tombent dessus. Alors il y a les mots immigration, les mots... Tu vois, c'est des mots pavloviens. C'est-à-dire que dès que tu les prononces, c'est qu'il y a un truc qui se réveille, tu vois, dans la tête. Tu sais, on dirait que c'est du conditionnement. Il y a des trucs qui se réveillent, tu vois. Le mot race, le mot blanc, voilà, les trucs comme ça c'est... Le journaliste, en gros, il est d'accord avec toi sur 90%. Et puis à partir du moment où tu prononces le mot, alors là c'est fini. C'est fini. Et puis limite il m'a tremblé. Et puis tu vois, il sait qu'il doit se rattraper, quoi. Je sais pas si on lui gueule quelque chose dans l'oreillette, mais bon, c'est. Tu vois, une petite séquence, par exemple, je me rappelle Marine Le Pen qui était sur TF1.
Et elle reprend la fameuse citation de Gaulle que tout le monde reprend, Zemmour aussi, la France est un pays de race blanche et de culture gréco-latine, etc. Et dès qu'elle prononce oui, vous savez, la France est un pays de race blanche, attendez, il est obligé d'intervenir, quoi. C'est ça le réflexe. Tu dis, attention. Ni la race ni les blancs n'existent. Ah ouais, là il y avait deux trucs. Donc là, direct. Et on le voit, il y a ce réflexe, quoi. Mais les blancs n'existent pas. Hein. D'ailleurs, tu vois, le racisme anti-blanc, officiellement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, moi, je rebondis là-dessus. Ouais. Tu sais qu'il y a un slogan d'extrême gauche qui dit en France, il n'y a pas trop d'immigrés, il y a trop de racistes. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc un raciste ne peut être qu'un Français de souche. Bah oui. Donc en France, il n'y a pas trop d'immigrés, il y a trop de Français. Et là, tu as toute l'idéologie de gauche de résumer. Tu vois, tu as toute l'idéologie de gauche de résumer dans cette phrase. Ouais. Et c'est fou parce que tous les pays d'Europe, en ce moment, sont sur ce diapason. Bien sûr. On attaque, et il y a une attaque. Alors justement, on en parlera encore plus profondément. Tu fais bien parler d'attaque. C'est une attaque. Une attaque contre toutes les nations européennes, l'identité des nations européennes. Et une attaque profonde. Bien sûr. Profonde. Ah oui. D'une violence incroyable. Ouais. D'une violence symbolique absolument incroyable. On voit bien que l'idéologie mondialiste tient les rênes. Hein. Très concrètement, il y a un discours monocorde, j'allais dire univoque, dans tous les pays. Peut-être un petit peu moins au nord de l'Est, à la limite, mais il y a moins d'enjeux pour le système au nord de l'Est, si tu veux. Ce qui est important, c'est de tenir les grands pays, c'est de tenir la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et puis eux, ils ont eu une période, on va dire, ils ont été un peu séparés pendant toute la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 90. Il y a une espèce encore de décalage avec eux. D'ailleurs, j'ai remarqué que eux, leur système immunitaire, il s'était mis en action tout de suite dès qu'il y a eu les migrants, contrairement à nous. Parce que peut-être, on a vu les Hongrois, les Polonais, les machins, c'est eux qui sont les premiers levés contre ça. Ils ont été assez réactifs. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais tu as raison de souligner le fait qu'il y a un message qui est identique partout sur l'immigration. L'argent de George Soros doit aider un petit peu, notamment. Mais on dit George Soros, mais il y a d'autres mecs derrière. On les connaît pas. Soros, mais il est emblématique, parce que là, on voit, il arrose tout le monde, et puis c'est clair, quoi. Le CRAN, le CRIF, le CCIF, la LDH, tout le monde. C'est absolument assumé. Mais moi, je préfère quand Soros assume, tu vois, parce qu'il y a d'autres oligarques qui, eux, assument beaucoup moins. Je te dis pas que j'ai révélé sur un fer, mais bon, voilà. Soros, à lui seul, ne peut pas tout tenir. Oui, il peut pas tout tenir. Faut pas révéler, mec. Bien sûr. Et puis, Soros, c'est pas le plus riche des milliardaires. Hein. Quand tu regardes les classements Forbes, dans lesquels, d'ailleurs, il n'y a jamais les Rothschild, les Rockefeller, tiens. Non, c'est normal, oui, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc Soros, c'est pas le plus riche, quoi. Par contre, c'est un des plus actifs. Et c'est un des plus revendicatifs, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis on voit bien que lui, il est clairement à financer les associations communautaires. Il veut détruire l'Europe. Il veut détruire l'Europe. C'est clair. Il finance tout ce qui peut détruire l'Europe. Même les Roms, tu vois. Je veux dire, il fait des associations pour Rome, il culpabilise le fait qu'on n'accueille pas suffisamment de Roms. Mais toi, Soros, tu dois avoir des territoires, tu dois avoir des terres. Fais-les venir chez toi, Soros. Ou même fais-les venir dans ton pays. Fais-les venir aux États-Unis. On en rediscute après, tu vois. Mais ce qui est très intéressant, tu vois, avec Black Lives Matter, c'est pareil, c'est que c'est toujours ce vecteur de désagrégation. C'est la désagrégation. Et en plus, ce qui est absolument hallucinant en ce moment avec les tensions raciales, c'est qu'elles arrivent 8 ans après le règne d'Obama. Enfin, tu vois, c'est le règne d'Obama. C'est le règne d'Obama. Qui, au final, touche sur quoi ? Sur ça. Sur ça, ouais. Je trouve ça incroyable. Alors qu'on nous a vendu, il y a 8 ans, je ne suis plus afro-américain, je suis américain, vous êtes des fachos comparés aux États-Unis, enfin vous Français, vous êtes des fachos comparés aux États-Unis, on attend votre Barack Obama et compagnie, et blablabla. Et quel est le résultat de tout ça au final ? En fait, c'est que les tensions raciales ont été exacerbées. Et je précise que les races n'existent pas en France, mais qu'elles existent aux États-Unis. Comment je le sais qu'elles existent aux États-Unis ? Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années de ça, qui s'appelle « De la race en Amérique », écrit par un certain Barack Obama. Voilà, ça se trouve dans tous les commerces, petite parenthèse. Bon. Donc, exacerbation, je ne sais pas si ce mot existe, des tensions raciales actuellement aux États-Unis. Black Lives Matter, j'allais te dire, ils mettent de l'huile sur le feu. Clairement. Parce qu'il faut être très clair, c'est vrai qu'il y a un racisme énorme aux États-Unis. Il ne faut pas. Bien sûr. D'ailleurs, il est de tous les côtés, je précise. Oui, mais en plus, clairement, on ne peut pas transposer l'histoire américaine et l'histoire de France. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. La situation des Noirs aux États-Unis et la situation des Noirs en France, ça n'a rien à voir. La situation des Noirs aux États-Unis, elle est cauchemardesque. Elle est cauchemardesque. C'est-à-dire que
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine africaine en France qui pensent qu'ils ont été esclavagisés par les Blancs. Ouais. Et je vais dire, mon pote, si tu es d'origine africaine, si tu as été esclavagisé, c'est pas par les Blancs. C'est par les gens qui appartiennent à ton pays d'origine. D'accord ? L'esclavage, c'était de l'autre côté de l'Atlantique. Soyez en passant. Donc, si tu veux, le recul, la situation des Noirs américains, elle a été 10 fois plus dégradante, si tu veux. Elle a été... c'est terrible. C'est terrible, sincèrement, c'est terrible. Sans tomber de l'antiracisme bidon professionnel. Bien sûr. Hein. Franchement, c'est terrible. C'est vraiment... ils ont beaucoup plus d'excuses, si tu veux, que nos chances pour la France. Ouais. Bon. Voilà. Mais on ne peut pas transposer les situations. Ça n'a aucun rapport. Parce que ça n'a aucun rapport. Parce que ce que je vois, la tentative, en fait, pour moi, des représentants de la communauté noire en France, c'est d'importer, en fait, la situation américaine en France et de la transposer sur la France. Avec des discours, j'ai entendu, en France, c'est le règne de la suprématie blanche. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas... Tu vois, c'est aussi l'argument, tu vois, des indigènes de la République. Ils te parlent toujours des privilèges des Blancs. Oui. Je dis, mais donc, quand tu vois un Blanc qui a un privilège, tu penses que c'est en raison du fait qu'il est blanc qu'il a son privilège. Non. Il y a beaucoup de Blancs qui sont dans la rue. Petite parenthèse, il n'y a pas beaucoup de clochards noirs et arabes en France. Hein. Les clochards que tu vois, les mecs qui font la manche dans les transports en commun, c'est quasiment 100% des Blancs. Quasiment. Hein. Très peu de femmes, très peu de Noirs, très peu d'Arabes. C'est la personne qui prend un transport en commun tous les jours qui te le dit. Pourquoi je te dis ça ? Non, parce que avec Black Lives Matter, qui transpose les situations, Donc, la suprématie blanche, voilà. Donc, la suprématie effectivement, à partir du moment où un pays était composé à 100% de blancs, les gens qui étaient au-dessus de la société étaient blancs. Et quand des Noirs et des Arabes sont venus en France, ceux qui étaient au-dessus, ils sont restés, les mecs. Hein, on est désolé, mais bon, la mobilité sociale, ça limite, quoi. Voilà, donc, au bout d'un moment, c'est des arguments qui sont tellement cons. Je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas. Sincèrement, je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas. Sincèrement. Ouais. Parce que moi, je vais te parler de la suprématie noire au Sénégal. Tu vois. C'est ça. Je vais te parler de la suprématie jaune en Chine. Voilà. Non, mais c'est complètement débile. La gauche rembête, je l'ai toujours dit. Et plus le temps passe, plus on s'en rend compte. Quoi. Puis en plus, l'autre fois, j'avais trouvé une belle brochette pour montrer qu'en France, quoi qu'on nous dise, il y avait énormément de Noirs et d'Arabes dans les médias, énormément de Noirs et d'Arabes dans plus en plus. Toute la société. Et dans le personnel politique, aussi bien, et à tous les niveaux des postes, c'est-à-dire des conseils régionaux, des conseils municipaux, des préfets, et même dans le gouvernement, parce que ça leur plaise ou pas, mais il y a Rachida Dati, des Ramaya, des Fabien Amara, des Christiane Taubira, des Najat Vallaud-Belkacem, des Kader Arif et compagnie, ils sont là, je veux dire, qu'on me dire, non, la France, elle est raciste, mais c'est devant vous, je sais pas. Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, on a envie de leur dire, mais il vous faut qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et moi, j'ai fait un post Facebook assez ironique un jour, j'avais dit qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers et le retirer aux Français, tu vois. Et à ce moment-là, effectivement, on sera plus un pays raciste. Voilà, et à ce moment-là, alors on n'est pas raciste. Ouais, non, voilà. Et je pense que quand on se sera autodétruit, on sera aussi plus un pays raciste. Voilà. Là, tu te tireras bien dans le meilleur des mondes. Bon, on va faire la pause. Si la régie, elle est prête, j'imagine. Non, c'est bon ? Oui. Encore ? Ah non, pas tout à fait prête la régie. Ok. Bon. Si, c'est bon. Bon, bah c'est parfait. On fait la pause, on revient juste après. Restez connectés et voilà, toujours sur meta.tv. À vous la régie.